J'ai fait un infarctus aigu de type 3. Le type 3, c'est entraînant la mort. Voilà. Et aigu parce que d'une violence extrême et puis fulgurant, quoi. Tout ça, ça s'est passé, mais en quelques minutes. Hein. Et je suis passée de l'autre côté. J'ai fait une expérience de mort imminente. Donc moi, j'ai fait mon infarctus au début des vacances scolaires de la Toussaint, 23 octobre 2024. Mon aînée, Anne-Louise, ça a été plus fort qu'elle. Elle s'est dit, il faut que je vienne télétravailler chez maman. Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vienne chez toi. Donc je viens. Avec Antoine, on débarque et on vient. Et donc j'ai passé la journée avec eux deux. Donc moi, j'étais sur mes copies. J'avais des copies à corriger. Et sur le coup de 17 heures, j'ai été prise de l'équivalent d'une gastro fulgurante, très très mal au cœur, comme si le cœur était dans un étau, qu'on serrait, qu'on donnait des coups de poignard dedans. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et en fait, tout ça n'a duré que quelques secondes. Hein. Moi, ça m'a paru une éternité, mais ça n'a duré que quelques secondes. Mon aînée a vu que je n'allais pas bien. Elle était en face de moi sur la table. Et elle me parlait, je n'entendais plus quasiment, enfin elle était extrêmement loin et en fait je suis tombée. Antoine a appelé les pompiers et Anouze a appelé le SAMU. Et en fait, concours de circonstances, le SAMU n'était pas loin de chez moi. Donc ils sont arrivés tout de suite, ils sont arrivés avant les pompiers. Quand ils sont rentrés dans la pièce, là mon cœur a lâché. Je suis morte. Je suis sortie, j'étais aspirée vers le haut. La lumière, enfin tout le tatouage, tout ce dont on parle. Et je voyais la scène du bas. La médecin urgentiste, je revois son visage, elle était blonde. Elle a cassé la capsule d'adrénaline et me l'a mise dans la bouche. Et c'est le moment où je suis revenue. Et quand je suis revenue, du reste, c'est un goût amer. Hein. C'est dégueulasse. Le cœur, il fait bam. Le cœur, tu as l'impression qu'il va sortir de ta poitrine. Hein. C'est un truc, c'est vraiment un... C'est un truc... C'est costaud. Ah ouais, le défibrillateur, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça, c'est waouh. Et quand tu reviens dans ton corps, tu as l'impression de mettre un pied de 38 dans une chaussure de 35, quoi. Tu vois, c'est triqué. Tu retrouves toute la souffrance et tout, c'est pas cool. Voilà. Et ça m'a sauvé la vie. Et en fait, l'hôpital spécialisé sur Bordeaux, il y avait 5 heures d'attente. La médecin urgentiste a regardé ma fille, lui a dit, je ne peux pas laisser son cœur souffrir pendant 5 heures à attendre d'être opéré. J'ai un ami à Saint-Augustin qui est un autre hôpital, une autre clinique, qui est chirurgien cardio. Je vais l'appeler, je vais voir s'il est dispo. Et en fait, elle l'a appelé. Il sortait du bloc. Mais il sortait du bloc. Il venait de terminer sa journée. Elle a dit, c'est OK, je t'attends, je l'opère. Et on est parti illico presto. Et j'ai été, en fait, entre le moment où j'ai fait mon infarctus et le moment où j'ai été opérée, on m'a posé un stent, il s'est passé 1h30, ce qui est exceptionnel. J'ai été réveillée quand je suis arrivée à l'hôpital, mais je me souviens de rien. Et je ne suis revenue en pleine conscience que le lendemain, dans l'après-midi. Tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es où? J'étais branchée de partout parce que je suis restée 7 jours en réa. Et 3 jours après en service cardio, donc j'ai passé 10 jours à l'hôpital, donc 7 jours en réa, et ça bipait de partout. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dans une blouse bleue en papier, et je suis revenue en pleine conscience et j'ai pleuré, mais non-stop jusqu'au lendemain. Indépendamment du fait que je suis choquée et que je pleure, je sens que je suis réparée. Que ça circule, que le sang, j'ai l'impression de sentir mon sang jusqu'au bout des pieds, en fait. J'ai l'impression de sentir mon sang dans tout mon corps. Je souffre plus, j'ai plus de douleurs musculaires, j'ai plus de douleurs articulaires, j'ai plus de douleurs. Bon, après, je suis sédatée, j'imagine aussi. Hein. Donc, je dois mettre la dose. Hein. Je dois être un peu shootée aussi, mais c'est une sensation qui ne m'a jamais quittée. En revanche, je suis prise d'une peur inouïe, c'est-à-dire que je n'ai qu'une peur, c'est de remourir. Je n'ai pas peur de la mort, chose étonnante, elle ne me fait pas peur, mais j'ai peur de remourir. C'est étrange comme sensation. Et je suis choquée parce que j'ai fait une EMI et que quand je suis passée de l'autre côté, donc je suis partie dans cette espèce de tunnel avec cette lumière extrêmement blanche, cet amour inconditionnel que j'ai reçu et qui dépasse, c'est un truc que jamais personne n'a connu sur Terre. Et je suis arrivée dans cet espace qui est l'autre côté. Et je prends conscience qu'en fait, l'autre côté, alors que j'ai des capacités médiumniques et que je sais qu'il y a 3 points de suspension, pas un point final, là, je le vis. Donc, c'est pas pareil.
Et en fait, je me retrouve nez à nez avec mon père qui est mort il y a hyper longtemps. Et c'est lui qui m'a, enfin c'est lui, les deux sujets qui s'étaient posés, qui m'a renvoyé sur Terre. Il m'a dit non, t'as rien à faire là, tu repars tout de suite. Et le moment où il m'a dit ça, ça a correspondu au moment où on m'a cassé la capsule dans la bouche. C'est un truc de fou. Et en fait, je suis choquée par ça. C'est-à-dire que c'est la première chose que je dis aux cardio. J'ai 3 cardios qui viennent me voir, dont le cardio qui me suit aujourd'hui, celui qui m'a opéré, celui qui me suit, et puis un autre qui vient parce que je pense que j'ai fait un infarctus extrêmement violent et rapide. Donc, tout le monde veut voir la survivante, je pense, quelque part. Et je leur dis à tous les 3, je leur dis, mais super, vous m'avez sauvée, mais voilà ce que j'ai vécu. Tous les 3, mais vraiment, tous les 3 me disent, on sait que c'est vrai, mais on n'a pas d'explication scientifique. Mais on sait que c'est vrai. Maintenant, à vous de vous l'approprier comme vous voulez. Vous êtes vivante, tout va bien, vous allez voir, les choses vont s'améliorer. Et vous allez reprendre une vie normale. Et donc, ça a été compliqué. Alors, je suis revenue à la maison au bout de 10 jours. Là, par contre, alors en super forme, mais pas en super forme. Les deux, c'est compliqué. C'est-à-dire que en fait, au départ, c'était vraiment la peur de remourir. Alors que la mort ne me faisait pas peur. C'était étrange. C'est-à-dire que j'étais complètement confiante. Je savais que de l'autre côté, c'était vachement chouette. Et que c'était un amour inconditionnel et un truc waouh, de fou. Et en même temps, je ne voulais pas revivre ça. Et je me disais, mais c'était reprendre confiance en mon cœur. Et je dirais que j'ai à nouveau confiance en lui depuis cet été. Pas tellement. Il m'a fallu 9 mois, une gestation, pour reprendre confiance pleinement en mon état de santé. Au début, je me disais, oh ben, je vais sortir, je vais aller me promener, il faisait super beau et tout. À Bordeaux, au mois d'octobre, il fait encore très, très beau. Que dalle. Je suis restée enfermée chez moi tellement j'avais peur. Mais aller en bas de chez moi, dans le petit supermarché, acheter du jambon, c'était une angoisse extrême. J'étais prise d'angoisse, mais un truc de fou. Ce qui fait que mes filles, petit à petit, on me dit, allez maman, viens, on va en ville. Bon, ben oui, pas trop loin, parce que... Puis en fait, c'est revenu petit à petit. Ce qui m'a aidée, c'est la rééducation que j'ai eue. J'ai été accueillie dans un centre de rééducation cardiaque pendant 3 mois. J'y allais tous les matins pendant 4 heures, 5 jours par semaine. Et ça m'a énormément aidée. Je me suis retrouvée dans une équipe avec que des vieux monsieur. On était 8. J'étais la seule femme. Au début, c'est compliqué. On te fait faire du sport, beaucoup de sport. Tu vois un psychologue, tu vois un nutritionniste, tu es suivi par un kiné, des infirmières, le cardio. Tu vois énormément de monde. Tu as un programme d'enfer tous les matins. Et c'est génial en même temps, ça te met dans un espèce de cocon où là, tu sais qu'il ne t'arrivera plus rien. Et du coup, ça t'aide aussi à te dégager de cette peur que tu as de refaire confiance en la vie. Et le jour où ça s'arrête, ça revient. Parce que tu te dis, mais il n'y a plus personne pour s'occuper de moi. Et là, il faut quelques temps. Moi, en tout, entre ces 3 mois-là au centre, et puis il m'aura fallu après 6 mois, quand je me suis retrouvée seule, entre guillemets, parce que tu es suivie quand même, tu vas régulièrement à l'hôpital, tu fais des examens, etc. Il m'aura fallu 6 mois, ouais. Et maintenant, Inch'Allah. Au tout début, je ne sais pas si toi ça te faisait ça, mais au tout début, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pour habitude de fermer ma porte de chambre quand je me couche. Au tout début, je laissais ma porte entrouverte en me disant, ma fille, la seconde fille qui vit avec moi, je me disais, elle n'est pas très loin, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, alors que si c'est un infarctus silencieux, elle verra que dalle, mais c'est pas grave. Dans ma tête, je me disais, elle entendra. Et elle venait la nuit vérifier que je respirais. Elle a fait ça elle m'a avoué après coup, elle a fait ça pendant plusieurs semaines, à venir la nuit. Si ça la réveillait, elle venait vérifier que j'étais toujours en vie. Mais moi, c'est mon rapport à la vie qui a changé. Je me mets moins la rate au courbouillon pour tout et n'importe quoi. Je relativise quand il y a quelque chose qui me contrarie ou quand il y a une difficulté qui arrive, je me dis il y a plus grave, hein. Bon, ça va s'arranger.
J'ai plus confiance en l'univers. Ça, c'est mon expérience de mort imminente. Je me dis, bon, et là-haut, où j'appelle mon père, dis donc, tu te souviens de moi, là, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai toujours été plutôt d'une nature positive et à m'en jouer pour beaucoup de choses. Mais là, je sais pas, je suis en train de conduire, le ciel est bleu, il fait beau, et tout subitement, je me dis, ah, waouh. Alors qu'il n'y a pas waouh, mais enfin, tu vois, voilà, le goût de la vie, je sais pas comment expliquer. Il y a eu un moment donné où je me dis, bon, bah ça, alors je vais le jeter, ça sert à rien, comme ça fera ça de moins pour les filles si je meurs à mettre à la déchetterie. J'ai fait du tri chez moi, du tri dans ma vie, du tri, bon, bah alors ça, voilà, je vais prévoir ça. Il y a même eu un moment donné où je me suis dit, tu vas aller prendre un abonnement aux pompes funèbres pour payer tes obsèques. J'ai voulu aussi, j'ai mis mon poste au mouvement, tu vois, et je me suis dit, bon, je vais repartir, parce que je ne suis pas originaire de Bordeaux, je vais repartir en Bretagne, je suis originaire de Bretagne. Et je vais rentrer chez moi comme un éléphant qui revient sur sa terre pour mourir, tu vois. Et puis, et puis là, au début, j'étais enjouée, et puis là, ben non, finalement, je suis sortie du mouvement en me disant, ben non, je suis bien à Bordeaux. Et je voulais partir aussi pour pas que les filles aient la charge de leur mère malade, pour pas qu'elles se sentent coincées si elles avaient envie de partir travailler à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, ou à l'étranger, qu'elles se disent, ah oui, mais maman. Et on en a discuté, et bon, ça, c'est OK. Et moi, maintenant, ben non, j'ai ma vie à Bordeaux, et voilà. Mais j'ai eu comme ça, ouais, des étapes où, puis à me dire, mais tu vas plus pouvoir voyager. Ah ouais, mais là, si je déménage là, est-ce qu'il y a un hôpital pas loin? Est-ce que c'est bien? Je me suis renseignée. Est-ce que on se fait opérer où là si on a un stent? Ils sont doués pour le mettre? Ils sont pas doués? Ils le font bien? Ils le font. Ben, tu vois, j'ai pensé à tout ça. Moi qui suis une grande voyageuse dans l'âme, ça m'arrive encore de temps en temps quand je regarde des émissions sur des régions isolées du monde ou à une autre époque, je me serais dit, oh, j'irais bien là. Oh, bah tiens, quand je serai à la retraite. Ben là, je me dis, ouais, ben, si t'arrive un pépin là, tu meurs, hein. Donc, bah non, tu verras jamais cet endroit-là, c'est pas grave. Alors, au début, tu es le singe, tu es l'attraction. Et puis après, on ne veut pas voir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en parler, ce qui a posé problème aussi, mon expérience de mort imminente, il y en a qui sont assez foutus de ma gueule par rapport à ça, en disant que, bon, ben, on verra, on en reparlera quand il passera, hein, voilà. Mais ouais, je pense que c'est plus une question de ce qu'on appelle en sociologie la porosité des corps, c'est-à-dire que les gens ont peur, ça les renvoie à leur propre mort et à leur propre possibilité de mourir un jour. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ne veulent plus en entendre parler ou qui ne veulent plus voir parce que ça leur fait peur. C'est arrivé à Bénédicte, elle n'avait rien de particulier, pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi? Ben oui. Et puis, la méconnaissance de cette pathologie chez les femmes fait que, oui, bon, elle en rajoute un peu, elle a vécu ça, c'est exceptionnel, elle en rajoute un peu. Enfin, quand je suis revenue au boulot, j'avais des petits cadeaux dans mon casier. Enfin, mes collègues ont été super, elles ont été extraordinaires, vraiment tous, ils ont été géniaux. Puis après, ben, c'est bon, tu as passé le cap, donc on passe à autre chose, quoi, tu vois. Et puis la vie continue. Et c'est bien aussi, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que nous, on garde en nous, ça parce que ça change, parce que tous les matins on a une médication, parce que on est obligé d'avoir une hygiène de vie qui change, parce que ça régit notre vie au quotidien quand même. Enfin, voilà. Et donc ça, malheureusement, les gens le voient pas et le vivent pas. Donc moi, quand j'arrive avec mon pilulier chez des amis pour dormir, on me regarde, ah bah oui, on avait oublié, bah ouais, moi j'ai un pilulier, comme les petits vieux. Je fais des petits bijoux en céramique. Je me suis mise à faire des petits pendentifs en forme de cœur en porcelaine. Ça a été pour moi la symbolique. La symbolique du cœur est quand même assez puissante. Et puis je crois que
Le cœur, c'est quand même l'organe noble. C'est-à-dire que Ouais. s'il s'arrête, tout s'arrête. Enfin, je veux dire, ton foie peut s'arrêter, il repousse, on le Mmh. rechange. Enfin, ton rein ne fonctionne pas, on te l'enlève, il t'en reste un, on en met un autre. Bah, tu vois ce que je veux dire? Le cœur, alors il change le cœur aussi, mais le cœur s'arrête, enfin, c'est fini, quoi. Ce que m'a dit le kiné, qui était au centre, ça fait des années qu'il travaille là, il m'a dit le point commun à toutes les personnes qui font un infarctus, c'est l'hypersensibilité. Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Ah, je vous promets, je n'ai pas rencontré une personne qui ait fait un infarctus qui soit un gros connard, dépourvu de sentiments. Toutes les personnes qu'il a rencontrées qui font un infarctus» et du coup, ça m'a interpellée et je suis allée voir dans un bouquin que j'ai, ésotérique, où c'est le maladie, la maladie, le mal à vie et le cœur, c'est l'hypersensibilité, l'amour, voilà, c'est lié à l'hypersensibilité. J'ai une de mes collègues que j'affectionne particulièrement, que j'aime vraiment d'amour, c'est vraiment une amie de cœur, enfin vraiment, voilà, qui elle n'a pas eu d'infarctus, mais elle a eu plusieurs cancers. Elle s'est battue comme une lionne et elle a survécu et vraiment, elle revient de loin aussi. Et je pense que quand tu vis des choses qui te confrontent à la mort, mais tu as besoin à un moment donné, enfin, ça fait partie de toi, quoi. Tu peux pas l'oublier, tu peux pas passer à côté, tu peux pas. C'est, enfin, c'est marqué dans ta chair, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et on a besoin de se l'approprier et longtemps, je pense. Ad vitam aeternam, quoi. Et puis, quand on discute avec des gens qui ont vécu les mêmes choses que soi, je vois quand avec Anna Maria, je discute. Elle comprenait ce que j'ai expliqué alors qu'elle n'a pas eu d'infarctus, mais comme elle avait vécu, elle avait frôlé aussi. Elle s'est posé la question de sa survie aussi, c'est évident. Et que j'ai exprimé au début les angoisses que je pouvais avoir, elle comprenait. Et je savais que ça que ça avait une résonance en elle parce qu'elle avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment, il y a la réparation physiologique, il y a la pathologie, la médication derrière, voilà. Et puis il y a le psychologique aussi. Le psychologique, je pense que après, il y a des personnes qui oublient et qui sont obligées de revenir pour se faire des piqûres de rappel en disant. Mais voilà, il y a des. On n'oublie jamais vraiment, quoi. Enfin, moi, le message que je transmets principalement, c'est de dire aux femmes, enfin, que les femmes apprennent à s'écouter un peu plus et à faire ce que j'appelle de l'égoïsme positif, c'est-à-dire à prendre soin d'elles un peu plus. Prendre soin des autres, c'est bien, mais prendre soin de soi, c'est bien aussi. Alors, j'ai pleinement confiance dans le corps médical, attention. Si elles sentent quelque chose au fond de leur trip qui dysfonctionne, pas hésiter à consulter un autre médecin, un autre praticien pour s'assurer du diagnostic. Alors, peut-être que c'est psychosomatique, peut-être qu'il n'y a rien. Moi, je pense que j'aurais dû. Alors, je ne remets pas en question mon médecin généraliste qui est très très bien, mais au fond de moi, je crois que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas à identifier quoi parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu ce type de pathologie et que donc je n'y ai pas pensé. En toute objectivité, je me souviens quand je t'ai dit au tout début que cette douleur que j'ai ressentie gastrique, je m'en souviens encore de cette douleur et je me souviens m'être dit, mais je partais déjà, mais je me souviens m'être dit, j'ai eu l'impression que j'allais en fait me faire dessus, d'aller sortir et de me dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. Je savais que c'était quelque chose de plus grave qu'une gastro fulgurante. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Au fait. fond de moi. Et je remercie presque mon corps de l'avoir fait monter au cœur directement, parce qu'en toute sincérité, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait sans doute passé, parce que ma fille m'aurait donné un cachet, parce que je ne sais pas quoi. Ça serait passé et j'aurais fait un infarctus silencieux dans la nuit, quoi. Je serais morte dans la nuit. Je ne me serais pas écoutée, quoi, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'en toute objectivité, si ça n'était pas monté au cœur, je me serais dit que j'ai un problème, ou j'aurais attendu le lendemain pour aller voir le médecin généraliste, et je serais morte dans la nuit. Je ne me serais pas écoutée. Alors qu'au fond de moi,
je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans la douleur que j'avais. J'ai 2 collègues masculins, qui après coup, mais sur le coup, ils m'ont dit: «On est désolé Ben, parce qu'en fait, on n'a pas identifié que tu avais cette problématique-là». Emmanuel, un de mes collègues, qui me dit: «Mais j'ai vu que tu marchais pas droit et que depuis quelque temps, tu marchais pas droit et que tu avais du mal à monter les escaliers et je trouvais ça bizarre». Et il venait d'arriver dans notre bahut et dans le précédent bahut où il était, il avait un collègue qui avait fait un infarctus, qui est décédé et qui avait les mêmes symptômes que moi. Mais lui, il n'a pas pensé qu'une femme pouvait avoir ça et donc il n'a pas fait le rapprochement. Et il me dit: «Ben, maintenant, je ne serai plus sur n'importe qui, femme ou homme, il sera». Voilà. Et il me dit: «J'en ai parlé à ma compagne en lui disant, tiens, j'ai remarqué que Ben, il y avait un truc qui n'allait pas et ça me fait penser à», je ne sais plus comment il s'appelait son collègue. Et j'en ai un deuxième garçon aussi, homme, qui m'a dit: «Tu étais très essoufflé depuis quelque temps». Et lui, il m'avait posé la question. Il m'avait dit: «Ben», parce que sa mère est infirmière. Et donc, il était sensibilisé à la chose et il m'a dit: «Ben, je te trouve très essoufflé». Et moi, j'ai bêtement répété ce que la généraliste m'a dit en disant: «Ben non, je fais de l'asthme». Et il m'a dit: «Ben, la prochaine fois, si je vois quelqu'un, je le pousserai à aller voir un médecin pour faire un contrôle, quoi». Parce que je me dis que je suis passée à côté de, d'abord, j'aurais pu mourir, et de deux, si ça avait été anticipé, je ne serais pas passée par cette phase de mort et d'infarctus. On m'aurait posé le stent en amont. C'est moins, c'est, c'est moins traumatisant, je pense. Merci d'avoir écouté Infarctus, le podcast qui parle tout simplement d'infarctus. Alors, si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et surtout à le partager à quelqu'un que cela pourrait aider. Et puis vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire, ce serait super, ou me suggérer des thèmes pour les prochains épisodes. Prenez soin surtout de votre cœur et à très vite dans un nouvel épisode d'Infarctus.